Bernard Guetta, bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'écrire ce livre? Oui. Écoutez, la première, c'est que je reçois à la fin du mois de juin un coup de fil du patron des éditions du Seuil qui me dit: écoute, tu es à peu près le dernier à défendre un jour sur deux à ton micro l'unité européenne. Il y a des élections européennes dans moins d'un an. Donc j'allais lui dire non. Et puis je me suis dit qu'il avait raison, que je ne pouvais pas me défiler. Donc je suis parti en vacances furieux contre moi-même d'avoir accepté, en me disant que mes vacances étaient gâchées. Et pendant les 3 premiers jours, devant mon écran blanc, à m'arracher les cheveux et à descendre mes paquets de cigarettes, je me suis dit que vraiment mes vacances étaient gâchées. Et puis vous connaissez ça, quoi. Il y a un déclic. C'est parti. J'ai écrit ce bouquin en même pas un mois, en me rendant compte finalement que je l'avais sur l'estomac, ce livre. Et je l'ai écrit rageusement à cause, vous l'avez très bien dit, de cette peur que j'ai pour la pérennité de l'Union européenne, et beaucoup plus grave encore pour la pérennité de l'ambition de l'unité européenne. Parce que le divorce entre les Européens et l'Europe ne cesse de s'approfondir de mois en mois, si ce n'est de jour en jour. Alors c'est un divorce étrange, parce que quand on demande aux Européens, y compris aux Grecs, est-ce que vous voudriez que votre pays sorte de l'euro? Non. Est-ce que vous voudriez que votre pays sorte de l'Union européenne? Encore moins. Mais alors donc vous êtes... Non, je suis europhobe. Ah, bon, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction? Oui, il y a une petite contradiction, mais en vérité, elle n'est qu'apparente. Les citoyens européens perçoivent très bien ce qui est la réalité, à savoir que l'Union européenne marche sur la tête, ce que je pense aussi. Elle marche sur la tête parce que ses institutions sont illisibles, en tout cas totalement incomprises. Je me corrige moi-même parce que, en vérité, elles ne sont pas si illisibles que ça. Mais le fait est qu'elles ne sont pas comprises. Que deuxièmement, nous avons, pour la première fois dans l'histoire de la construction de l'unité européenne, depuis 3-4 ans maintenant, de véritables politiques communes. Qu'est-ce que je veux dire par véritable politique commune? La politique agricole commune était une véritable politique commune. Mais elle touchait, et d'ailleurs elle aidait formidablement, un milieu très déterminé, celui des agriculteurs. Les politiques de désendettement et de rigueur qui sont aujourd'hui menées dans l'ensemble de l'Union européenne touchent chaque citoyen européen, plus ou moins gravement bien sûr, mais touchent chaque citoyen dans sa vie quotidienne. Et donc nos dirigeants décident de ces politiques. Mais le problème, c'est que nous ne les avons pas élus. Et donc nous ne leur avons pas donné mandat pour décider de politiques pan-européennes. Quand nous avons élu François Hollande, quand les Allemands ont réélu Madame Merkel, enfin en lui adjoignant quelques sociodémocrates, ce n'était pas sur des mandats pan-européens, non, c'était sur des mandats nationaux. Et donc, il y a véritablement une crise de la démocratie dans l'Union européenne. Et donc, ces politiques, même si elles sont ou étaient économiquement valides, politiquement, elles sont en train de tuer l'unité européenne, parce qu'on assimile l'Union européenne à ses politiques. Quelle erreur! Quelle erreur! Ce ne sont pas des politiques européennes, ce sont des politiques décidées par une majorité qui a une couleur politique. Une majorité au Conseil européen, une majorité de dirigeants, chefs d'État et de gouvernement. Si la majorité au Conseil européen était différente, ces politiques seraient différentes.
Enfin, exactement comme dans un pays, le nôtre ou un autre de l'Union européenne, les politiques ne sont pas les mêmes, ou en tout cas pas tout à fait les mêmes, suivant la couleur politique du gouvernement. Mais le fait est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est assimilée à ces politiques qui sont impopulaires, et donc l'Union européenne devient assez sérieusement, assez gravement impopulaire. Mais je me suis dit, en me tiraillant les cheveux et pompant mes cigarettes, je me suis remémoré une chose que je raconte dans le bouquin, dans le premier chapitre, que je n'ai pas toujours été ce que le général de Gaulle appelait un cabri, un type qui saute en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Je suis un cabri, mais je n'ai pas toujours été. Quand j'étais lycéen, déjà très politisé, je suis un homme de la génération des années 60, un 68 ans, enfin je l'ai été, comme tout le monde dans ma génération, ou à peu près. Et l'Europe, c'était pour moi ce qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire des marathons agricoles dont des ministres de l'Agriculture sortaient à gare à 6h30 du matin, après s'être écharpés sur des montants compensatoires, des stocks de beurre, des quotas laitiers. Enfin, vous imaginez comme ça pouvait enflammer l'imagination d'un gamin de 16 ou 17 ans à l'époque. Je lisais à l'époque Le Monde comme ma Bible. Je sortais en courant du lycée pour aller acheter Le Monde et le lire de la première à la dernière ligne. Je ne comprenais absolument pas pourquoi ce journal, tellement bon, tellement passionnant, qui racontait les guérillas d'Amérique latine, enfin des trucs formidables, le mouvement anti-guerre aux États-Unis, etc., mettait un jour sur deux en une les quotas laitiers et les montants compensatoires. Franchement, ça me dépassait complètement. Je ne lisais pas ces articles, d'ailleurs, auxquels je ne comprenais rien, et surtout dont je me fichais complètement. Je n'étais pas du tout hostile à l'idée de l'unité européenne. Au contraire, elle me semblait absolument naturelle et nécessaire. Mais ce que c'était, franchement, non. Et puis un jour, de l'automne 87, si je ne me trompe pas sur la date, enfin on pourra vérifier dans le bouquin tout à l'heure, je revenais des États-Unis, où je venais de passer 4 ans comme correspondant du Monde. Je venais d'être nommé correspondant en Union soviétique, sans savoir que ce seraient les dernières années de l'Union soviétique. Et je m'arrête en route en Pologne, où j'avais été correspondant pendant les années de Solidarité. Je m'y arrête parce que je voulais revoir mon ami Adam Michnik. Et on dîne ensemble, et on commence à parler, puis au bout d'un moment, les lumières s'éteignent. On était les deux seuls clients. On nous signifiait que le personnel voulait aller dormir. D'accord. Donc on est sorti, et puis on a remonté la jetée de Sopot dans la nuit. C'est-à-dire qu'on partait de la terre vers la mer, et puis, comme les lycéens qui ne se quittent pas à la sortie du lycée, on a fait de la terre à la mer, de la mer à la terre, de la terre à la mer, etc., jusqu'à 3h ou 4h du matin, en refaisant le monde. Et on était d'accord sur quoi dans nos constats? On était d'accord sur le fait que Reagan et sa révolution conservatrice, la libéralisation de l'économie, etc., c'est une chose très importante. Mais que beaucoup plus important que ça, il y avait deux choses. Il y avait la perestroïka que Gorbatchev venait de lancer en Union soviétique, et il y avait le fait que le général Jaruzelski avait totalement échoué à normaliser la Pologne avec l'état de guerre. Et on en parlait, et je lui disais, bon, mais finalement, le petit nouveau, là, à Moscou, Gorbatchev, il va être obligé de reconnaître l'échec du bloc. Je dis à Adam, mais finalement, la Pologne, elle va rejoindre
l'Europe. Et l'URSS sera obligée de la laisser faire, à condition naturellement qu'elle n'entre pas dans l'Alliance Atlantique. C'est-à-dire qu'elle ne devienne pas une menace militaire. Ça vous rappelle peut-être des choses sur l'Ukraine aujourd'hui. Bien, ça vous les rappelle justement. Et à condition donc que la Pologne ne rentre pas dans l'OTAN. Et puis, j'avais prononcé ce mot Europe. Et brusquement, comme un écrivain célèbre derrière un pilier de Notre-Dame, j'ai découvert la foi. Parce que c'était toujours sur la jetée de ce pote. Mais c'est authentique, hein, ce que je vous raconte. Et j'ai commencé à m'échauffer en disant à Adam, mais finalement, heureusement qu'il y a l'Europe unie pour vous accueillir, pour faire contrepoids à l'URSS, à cette URSS qui est en crise. Je ne pensais pas du tout qu'elle allait s'écrouler, hein, mais qui est en crise, évidemment. La preuve, l'élection de Gorbatchev, enfin, la nomination de Gorbatchev. Et tac, 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 et je suis devenu européen, comme l'autre derrière son pilier de Notre-Dame. Et puis, l'étape suivante a été la chute du mur de Berlin. Je l'ai vécu d'une ville tout à fait improbable qui s'appelle Erivan, capitale de l'Arménie. J'étais en reportage en Arménie et quand la nouvelle m'y parvient par la sténo du Monde à laquelle je voulais dicter un papier le matin, et un papier sur l'Arménie, elle me dit « Mais vous savez Bernard, ça m'étonnerait qu'ils vous prennent 12 feuillets sur l'Arménie ce matin. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Indigné. J'étais plein de scoops. L'Arménie était en train de sortir de l'Union soviétique. Et elle me dit « Mais vous ne savez pas ?» Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « Mais Bernard, le mur est tombé cette nuit. » Et je lui réponds « Et alors ?» Je ne l'avais pas dit que j'éclate de rire. Je dis, bon, écoutez, d'accord, j'ai compris qu'ils ne prendront pas 12 feuillets sur l'Arménie. Enfin, pour que vous compreniez, il n'y avait pas d'Internet. Enfin, en tout cas pas à Erivan à l'époque. Il n'y avait pas de CNN, il n'y avait pas de Radio All News, etc. etc. Et le portier de l'hôtel ne m'avait pas réveillé dans la nuit en admettant qu'il ait été au courant pour me dire que le mur venait de tomber. Donc, voilà, à 6 heures du matin, on me passe Paris au téléphone, ce qui était vraiment incroyable à Erivan, capitale de l'Arménie à l'époque, de l'Arménie soviétique à l'époque. Et la sténo me dit ça. Et quand je lui ai répondu « Et alors ?» Après, je n'ai cessé de me dire, tout au long de la journée, dans l'avion qui me ramenait d'Erivan à Moscou, où on ne parlait que de la chute du mur, évidemment, je n'ai cessé de me dire, mais comme d'habitude, le monde est en retard d'une guerre. Parce que l'éclatement du bloc soviétique s'était fait, enfin, le mur n'était pas tombé physiquement, mais l'éclatement du bloc soviétique s'était fait depuis plusieurs mois. Il y avait eu des élections libres en Pologne. Il y avait en Pologne le premier gouvernement non communiste d'un pays du bloc soviétique. La Hongrie laissait passer les Allemands de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Le mur n'existait plus. Et de toute manière, en arrivant au pouvoir, Gorbatchev avait dit aux dirigeants des démocraties populaires, 2 mots, 2 mensonges, disait-on à l'époque dans ces mêmes démocraties populaires, qu'ils devaient compter sur eux parce que l'Union soviétique ne viendrait plus, contrairement à ce qu'elle avait fait en Tchécoslovaquie en 1968, ne viendrait plus les secourir et que s'ils étaient en difficulté, c'était leur problème. Et au moment où on réalise que le bloc est défait parce que le mur tombe, moi je rentre d'Arménie et je viens de voir que ce n'est pas le bloc qui se défait, que c'est l'Union soviétique, c'est-à-dire l'Empire des Tsars. Puisque l'URSS n'était que la prolongation, géographiquement parlant, j'entends, pas politiquement, de l'Empire des Tsars. Et là, je me dis, mais
ce continent va partir à volo. Et non seulement il y a la nécessité absolue de conforter l'unité européenne, mais l'Union doit devenir une union politique, doit avoir une politique étrangère, et notamment, ça vous rappelle peut-être l'Ukraine, et notamment vis-à-vis de la Russie et des pays qui vont sortir de l'URSS et qui viennent de sortir du bloc. Et donc, l'Union. J'avais à l'époque, il est mort aujourd'hui, un très grand ami américain qui avait dirigé la revue du département d'État consacrée aux pays du bloc soviétique, qui s'appelait Problems of Communism. Revue de très haut niveau. Et il considérait, comme moi, et on s'en parlait quand il venait fréquemment à Moscou, je l'appelais à Washington, il m'appelait à Moscou, etc., que c'était, d'une manière ou d'une autre, le commencement de la fin. Et aux États-Unis, comme moi à Paris, il était traité de fou. De fou, tout simplement. Et de rage, il avait écrit dans les pages opinion du New York Times un papier qui était titré « Ne dites pas que ce n'est pas parce que ça ne devrait pas être ». Il était plus fou que jamais. Il était plus fou que jamais. Moi, j'ai fini par démissionner, non seulement de mon poste à Moscou, mais du monde, parce que je n'en pouvais plus. On voyait tous les jours, mais tous les jours, je parle là de 88, 89, bien sûr, pas de 75, on voyait tous les jours le système s'écrouler. Rien n'est éternel. Mais s'était imposé l'idée que le communisme était éternel. C'était parti des États-Unis avec... c'est un aller simple, il n'y a pas de retour. Donc les dictatures militaires, même les plus abominables, sont infiniment préférables au communisme parce qu'on sort des dictatures militaires et on ne sort pas du communisme. Deuxième idée dominante à l'époque, le communisme n'est pas réformable. Alors ça, comme bêtise qui me rendait hystérique à l'époque, et toujours d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que comme si, à l'époque, avant la chute du mur, on n'avait pas déjà eu 25 exemples de réformes, de changements profonds, bons ou mauvais d'ailleurs, mais de changements profonds du communisme. Est-ce que l'Union soviétique de la nouvelle politique économique, c'est-à-dire de la libéralisation économique, chose tentée au début des années 20, juste à la fin de la guerre civile, c'était l'Union soviétique de Staline? Est-ce que l'Union soviétique du 20e congrès de Khrouchtchev, du dégel, etc., c'était l'Union soviétique de Staline? Est-ce que celle de Brejnev, c'était celle de Khrouchtchev? Eh bien, non. Tout ça, c'est fait, était balayé. On ne peut pas réformer le communisme. J'avance quelques éléments d'explication, mais ce serait trop long dans ce livre. Mais le fait est que ce n'est pas que François Mitterrand qui n'a pas vu. Aucun chef d'État, mais aucun intellectuel. Aucun. Écoutez un exemple. Un jour, j'avais rendez-vous avec le patron de l'idéologie au comité central. Patron de l'idéologie. Et il me dit, ah, vous savez ce que je vais faire, monsieur Guetta, demain? Ben non. Je prononce un discours devant les cadres du parti et les hauts responsables de l'idéologie pour remettre en cause Lénine. Vous plaisantez? Ah non, non, pas du tout. Vous voulez le texte de mon discours? Le voilà. J'envoie un papier au Monde. Ma hiérarchie m'appelle et me dit, mais ça n'est pas possible. Je dis, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais j'ai le discours. Et je sors du bureau de ce monsieur. Je me suis donc dit que finalement, la meilleure manière de plaider, car c'est un plaidoyer,
la nécessité de l'unité européenne, c'était de raconter ce cheminement intellectuel et politique qui avait fait de moi le cabri que je suis devenu. Parce que je ne suis pas né européen, je le suis devenu par raison. Enfin, ce que je crois être la raison, en tout cas. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Premièrement, je suis tout à fait convaincu qu'il ne faut pas, bien qu'elle soit obsolète, mauvaise, incompréhensible, etc., essayer aujourd'hui de changer les institutions européennes. Relancer un débat du type 2005, le projet de constitution. Pourquoi ? Parce que si les institutions actuelles ne sont pas comprises, la réforme des institutions actuelles le serait encore moins. Et donc, dans un très grand nombre de pays, peut-être une majorité, mais de toute manière, un suffirait, puisqu'il faut l'unanimité pour changer les traités. La réponse serait non, parce que vous nous cassez les pieds, on n'y comprend rien, et donc c'est non. Revenez avec une meilleure copie, en attendant, c'est non. C'est ce qui s'est passé en 2005 en France, nous le savons, mais aux Pays-Bas aussi. Et c'est probablement ce qui se serait passé dans beaucoup plus que 2 pays européens s'il y avait eu des référendums dans d'autres pays que la France et les Pays-Bas. Alors, que faire d'autre ? Tout simplement essayer de réconcilier les Européens et l'Union européenne en leur montrant que l'Union peut servir à améliorer leur quotidien. Améliorer leur quotidien, c'est beaucoup de choses, naturellement, mais à mes yeux, ça se résume à un mot, qui est le mot clé. Un vilain néologisme, je le risque pourtant, la réindustrialisation. Nous avons laissé filer dans tous nos pays nos industries. Chaque matin, nous entendons à la radio, vous devant le poste, moi en studio, qu'une usine de plus a fermé, ici, là. Et quand je dis une, enfin, c'est plusieurs en vérité. D'où le chômage, d'où la baisse du niveau de vie, d'où l'endettement, l'alourdissement des déficits des comptes sociaux, d'où un cercle vicieux, dont on ne se sortira qu'en réindustrialisant. C'est la première chose à faire. Mais comment réindustrialiser ? Recréer des industries du 19e ou du 20e siècle ? Je ne crois pas, je ne suis pas vraiment un économiste, et encore moins un chef d'entreprise. Non, c'est brûler une étape. C'est inventer les industries, enfin jeter les bases des industries du 21e, et plutôt de la deuxième moitié du 21e que de la première. C'est-à-dire un énorme effort de recherche que nous sommes, nous, Européens, parfaitement capables de mener, car l'Europe n'est pas faite d'analphabètes et de manchots, mais de gens, au contraire, formidablement bien formés dans l'écrasante majorité de nos pays. Ce n'est pas les cerveaux qui nous manquent, c'est l'argent. Parce que ça demande d'énormes investissements. Si nous faisions ce que les États-Unis ont fait avec Internet, ça irait. Ça irait. Moi, j'en demanderais pas plus. Enfin, s'il y a plus, tant mieux. Mais ça serait déjà pas mal. Remarquez que la France, pays européen, avait été à l'avant-garde d'Internet avec ce truc qui s'appelait le Minitel. On n'a pas su ou on n'a pas pu, enfin bon, peu importe, on n'a pas mis assez d'argent, on n'a pas
assez creusé le sillon, mais nous aurions pu être la patrie d'Internet. C'était à deux doigts. Pourquoi est-ce que ce sont les États-Unis qui ont été la patrie d'Internet? Pour beaucoup de raisons, mais pour deux raisons fondamentales. C'est que les États-Unis sont un État-continent. Ce n'est pas un État, mais 50 États. Nous, c'est 28. Eux, c'est 50. Et que deuxièmement, il y a un budget de la défense absolument colossal. Et que c'est de la recherche militaire qu'a découlé Internet. Nous n'avons pas de recherche commune en France, en Europe, quel lapsus merveilleux, en Europe. Quant à nos budgets militaires, à part en France, où les dépenses militaires ont été maintenues par la continuité des chefs de l'État, par M. Sarkozy hier comme par M. Hollande aujourd'hui, je m'empresse de vous dire que, à mes yeux, non pas que je sois un belliciste ou un militariste, je pense que c'est une bonne chose. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Alors on pourrait se dire que puisque la plupart de nos pays réduisent leur budget militaire et que la France ne fait que le maintenir, on pourrait avoir un budget pour une défense européenne. Ah, je crois comme disait Groucho Marx, un enfant de 5 ans le comprendrait, mais 28 chefs d'État et de gouvernement ne le comprennent pas, ils n'ont pourtant pas 5 ans. Le fait est qu'il n'y a pas d'Europe de la défense, ce qui est absolument effarant. Ce qui est absolument effarant. Ça serait une deuxième chose à faire. Une troisième chose à faire. Et ça ne demande pas de changer les traités, de s'empailler éternellement sur l'Europe des nations ou l'Europe fédérale et blabla et blabla. Non, c'est des décisions concrètes relevant du simple bon sens. Une troisième chose à faire, il y en a bien d'autres bien sûr, mais enfin, troisième et dernier exemple. Les États-Unis, encore eux, attirent dans une dizaine d'universités, Harvard, Princeton, etc., les meilleurs profs du monde et les meilleurs étudiants du monde. Comment ils font? Ce sont les meilleurs salaires universitaires du monde. C'est tout bête, hein, j'allais dire, pardonnez-moi, c'est tout con, mais enfin bon, voilà. Et comme il y a les meilleurs profs, parce que c'est là-bas qu'ils sont les mieux payés, eh ben, il y a les meilleurs étudiants. Et les États-Unis délivrent des visas, mais sans compter, aux étudiants du monde entier, je veux dire brillants. Par exemple, aux étudiants de l'Afrique francophone, à laquelle nous, dans notre sagesse extraordinaire, nous refusons les visas de crainte qu'ils ne viennent manger le pain de nos Portugais. C'est du Guy Bedos, ça, c'est pas de moi. Et puis, ces meilleurs étudiants auxquels les États-Unis délivrent des visas, quand on repère qu'ils sont non seulement parmi les meilleurs, mais qu'ils sont la crème de la crème, on leur propose des green cards, la possibilité de s'installer, de devenir américain s'ils le souhaitent en 15 jours. C'est-à-dire que les États-Unis pompent. Bravo, bravo, ils ont bien raison de le faire. Pompent ce qu'il y a de meilleur dans les intelligences du monde à travers ces universités. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en Europe? Pas seulement en France. Remontons les frontières de peur de l'invasion. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Nous les avons élus. Nous les avons élus.
les 28 personnes, hommes et femmes, qui dirigent l'Union européenne. Et comme ils ne sont aucun d'entre eux, ni Churchill, ni De Gaulle, ni Roosevelt, ni Cicéron, ils se disent, mais quel est l'état de mon opinion publique? C'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous. Ouf! Ils n'aiment pas beaucoup qu'eux, ils n'aiment pas beaucoup qu'eux, et surtout, ils n'aiment pas qu'on leur parle d'Europe. Cherchez un dirigeant européen qui, aujourd'hui, aurait l'estomac de dire « je n'ai à vous proposer que du sang et des larmes, des efforts. Je n'ai à vous proposer que de surpasser vos peurs. Je n'ai à vous proposer que d'aller vers plus d'unité européenne. Je n'ai à vous proposer que d'attirer les meilleurs du monde entier. » Ils ne sont pas là. Ils en sont éminemment critiquables. Mais nous le sommes tout autant qu'eux. Car, je le répète, c'est nous qui les avons élus. Quand un dictateur est imbécile, en plus d'être dictateur, qui peut quoi que ce soit? On est en dictature. Nous sommes en démocratie. Nous y pouvons quelque chose. Et nous y pouvons quelque chose, mais quoi? Deux choses. Élire plutôt des visionnaires, il y en a quand même quelques-uns. Pas en première ligne des partis, mais en deuxième, en troisième, en cinquième. Repérons-les. Encourageons-les. Élisons-les. Mais il y a une deuxième chose à faire, qui est de ne plus attendre que les solutions nous soient apportées dans un joli papier de soie, avec un beau ruban, par eux, par les dirigeants politiques. Si nous continuons collectivement parlant à ne pas nous intéresser nous-mêmes individuellement à la politique, eh bien nous persévérerons sur ce chemin. Et ce chemin ne nous mène pas vers un avenir radieux. Pas du tout. Donc, pour répondre à votre question, au fin fond des choses, l'Europe, nous devons la prendre en main. Et ça signifie que dans les associations auxquelles nous appartenons, les uns et les autres, qui peuvent être formidablement diverses, elles peuvent être de joueurs d'échecs, de joueurs de baseball, d'amoureux d'Apollinaire ou je ne sais quoi. Nous pensions Europe. C'est tout bête, mais après tout, des amoureux d'Apollinaire, il y en a dans 28 pays de l'Union européenne. Des amoureux du baseball, n'en parlons pas. Pensons Europe. Développons un tissu pan-européen d'associations. Soutenons plus dans les partis politiques, dans les candidats aux élections, les gens qui auront l'audace, le courage inouï de parler réellement de la construction européenne. Ça ne dépend pas que de chacun de nous, mais cela dépend beaucoup plus de chacun de nous que nous avons tendance à le penser. Au début, enfin, en août 68, quand une poignée d'hommes et de femmes sont allés sur la place Rouge pour protester contre l'invasion de la Tchécoslovaquie,
est-ce que ce n'était pas une utopie complète? Est-ce que ce n'était pas une folie complète que de penser qu'on pouvait aller manifester? D'ailleurs, ça a duré 32 secondes, hein, le temps qu'on les assomme. Mais enfin, ils l'ont fait. Et Solidarité, est-ce que ce n'était pas une utopie complète? Un syndicat libre dans le monde communiste? Ben, ils l'ont imposé. Les jeunes Tunisiens qui sont descendus dans les rues pour faire tomber Ben Ali, dégagent. Type qui contrôlait la police, un ancien policier lui-même, connaissait chaque commissaire de police par son prénom. L'histoire est faite d'utopies qui triomphent, qui s'imposent. Alors maintenant, cette question du fédéralisme et de... Enfin non, pardon, encore une phrase. On ne fait rien avancer sans utopie. Maintenant, le débat, fédéralisme, enfin Europe fédérale, Europe des nations. Pour réindustrialiser, on n'a pas besoin de fédéralisme. Airbus s'est fait sans Europe fédérale. Or, ce qu'il nous faut, c'est 10, 15, 20 nouveaux Airbus. C'est tout, si j'ose dire. Alors, commençons par le concret. Et j'ai la conviction que le jour où l'Europe sera, enfin l'unité européenne sera remise sur ses rails, le fédéralisme s'imposera naturellement. Moi, c'est ma conviction. Pourquoi? Parce que plus nous aurons d'initiatives communes, d'entreprises au deux sens du terme, communes, de choses entreprises et d'industries, plus l'évidence s'imposera que puisque nous avons des politiques communes, il faut un Parlement commun qui soit réellement un Parlement et un exécutif commun qui soit réellement un exécutif. Je sais dans ma tête qu'on arrivera à cela. Mais aujourd'hui, il faut remettre l'unité sur ses rails. C'est tout à fait autre chose. Et puis, deuxième point, quand les gens, de plus en plus nombreux, critiquent à juste titre ce qu'est l'état actuel de l'Union, ils ne se rendent pas compte que l'Union qu'ils critiquent, c'est l'Europe des nations. Car qu'est-ce que c'est que l'Europe des nations, si ce n'est une Europe pilotée par des compromis entre les dirigeants nationaux? Eh bien, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. C'est ça qui ne marche pas. C'est ça qui nous fait régresser. Mais bon, les gens ne le voient pas. De toute manière, il ne s'agit pas de redessiner les institutions idéales sur un papier blanc. Il s'agit d'avancer avec des choses concrètes. Alors on verra plus tard. Mais moi, je pense, in petto, comme on dit au Vatican, que oui, si l'Union ne se casse pas la figure, elle sera, à l'horizon de quelques décennies, un ensemble fédéral. Mais on verra. Bon, premièrement, oui, il y a une possibilité qu'en France, le FN sorte... Je dis bien une possibilité, pas une certitude, mais une forte possibilité que le FN sorte premier parti de France aux européennes, pas du tout aux municipales, bien sûr. Et le programme de Mme Le Pen, elle l'a dit devant la presse anglo-saxonne, d'ailleurs, à Paris, il y a un mois, à peu près. Le programme européen de Mme Le Pen, elle était très, très fière de le dire. Elle était très contente d'elle-même, de sa formule. Elle a dit, nous allons tout bloquer. C'est un programme absolument formidable. Nous allons tout bloquer.
c'est... Je ne sais pas, quand un adolescent dit ça, on est indulgent. Quand une femme qui n'est plus tout à fait adolescente et qui est la chef d'un parti politique important aujourd'hui, dit ça, on est un peu consterné. Et il y aura des succès de forces semblables ou similaires dans tous les pays de l'Union européenne. Pour autant, ça ne bloquera pas le fonctionnement du Parlement européen. Parce que il y aura de toute manière une majorité de parlementaires européens favorables à la poursuite de cette ambition. De toute manière. Donc, il faut s'attendre à prendre un coup de poing dans l'estomac, ne pas considérer pour autant qu'au lendemain des élections européennes, tout est fichu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour empêcher ce résultat, je ne vois plus trop. C'est tard. Pour faire à l'Europe un pas, moi j'ai une idée à suggérer aux électeurs que nous sommes. Aller dans les réunions électorales, il y en aura bien quelques-unes, des candidats aux élections européennes, aux candidats de droite et de gauche et du centre, et de leur dire, mais si je vote pour vous, Madame Dupont, Monsieur Durand, est-ce que vous vous engagez là, ce soir, maintenant, devant vos électeurs potentiels, à ne jamais voter pour un candidat à la présidence de la Commission qui ne soit pas le chef de file de la majorité parlementaire issue des élections, qu'elle soit de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, mais la majorité issue du suffrage universel pan-européen. Et ça, c'est une chose absolument fondamentale. Parce qu'il faut enfin que le Parlement, la seule représentation de l'électorat pan-européen, que le Parlement élise, en tenant compte de la majorité sortie des urnes, le président de la Commission. Or, sans changer les traités, il peut le faire pour une raison très simple, c'est que le candidat est désigné par le Conseil, mais que ce choix doit être ratifié par le Parlement. Et donc, le Parlement peut dire non à tout candidat qui ne soit pas le ou la chef de file de la majorité issue des urnes. S'il y avait une bataille demain institutionnelle entre le Parlement, la Chambre de l'Union, et le Conseil, la Chambre des États, sur qui désigne, en vertu de quoi, le président de la Commission, je vous assure qu'en moins d'une semaine, tous les Européens auraient fait des progrès considérables dans la compréhension des institutions européennes. Premier avantage. Deuxième avantage, nous aurions à la tête de la Commission un homme qui serait responsable devant les électeurs. Car un élu procédant du suffrage universel est par définition responsable devant ses électeurs. Alors que si le président de la Commission continuait à être nommé à l'issue des marchandages, ah, tu prends la succession de Madame Ashton, moi je prends la présidence de la Commission et le commissaire truc et tu me donnes, etc. Enfin, bon, etc. Non. On reste dans la situation actuelle. Donc il faut engager cette épreuve de force et moi j'engage chaque électeur européen à poser la question aux candidats UMP, centristes, socialistes, front de gauche, etc. Qu'est-ce que vous ferez au moment de la désignation, ou plutôt d'ailleurs de l'élection,
du président ou de la présidente de la commission. C'est décisif. Oui.